Bonjour à tous, je m'appelle Sidney, je travaille dans le laboratoire de Patrick Lajeunesse à l'Université Laval en tant qu'enseignant de recherche. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fond d'un risque qui est un risque naturel qui est plus la mobilité. Donc, souvent, ce qu'on entend, c'est l'érosion des berges, mais parle-nous de mobilité, parce que l'érosion est un processus naturel qui n'est pas toujours négatif. Mais bref, je vais vous présenter en fond les résultats de deux de nos projets de recherche qu'on a fait au cours des dernières années qui ont voulu vraiment mettre l'accent sur le fait que la mobilité dans le Saint-Laurent fluvial est un risque qui est de nature très, très socio-naturelle. Donc, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le Saint-Laurent est un corridor socio-économique extrêmement important en Amérique du Nord. Donc, il se divise en deux portions. Une portion qui agit comme une rivière qui se situe entre Cornwall, Ontario et le lac Saint-Pierre, et une portion qui agit plus comme un estuaire fluvial qui est de Trois-Rivières jusqu'à Québec. Donc, c'est un axe économique extrêmement important qui accueille un peu plus de 60 de la population québécoise et que de nombreux intervenants sont impliqués dans sa gestion, que ce soit la voie maritime, que ce soit les municipalités, les citoyens. Il y a énormément d'acteurs sociaux, économiques qui agissent dans ce secteur-là. Et les risques naturels associés à la mobilité, principalement, sont devenus des enjeux extrêmement importants pour les communautés riveraines dans le secteur. Et pour ça, ben, il y a eu plusieurs projets d'études qui ont été lancés, qui ont été dans le terrain fluvial, qui ont utilisé généralement des méthodes géoscientifiques et des approches plus par le risque pour étudier l'évolution du paysage fluvial. Et nous, on a été original, on a fait quelque chose dans le même genre. Et donc, en 2017 à 2020, on a réalisé une caractérisation des berges dans le Saint-Laurent fluvial à très haute résolution. Donc, pour chaque segment de berge, quand il y avait un changement qui dépassait le 5 mètres, on le cartographiait. C'était donc la première fois qu'on venait mettre vraiment de manière précise une position, un temps zéro, en fait, à la position des berges dans le Saint-Laurent fluvial. Et donc, c'est une cartographie qui a été fondée principalement sur des données géospatiales très récentes, donc des orthomosaïques, des données LIDAR aussi, et des photos qu'on a acquéries par hélicoptère. Et on a pu, avec toute cette caractérisation-là, faire caractériser l'état des berges dans le Saint-Laurent fluvial. Donc, si on regarde les deux secteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait, dans la section plus rivière, qu'il y avait deux portions qui étaient très, très en érosion, qui avait de la mobilité importante. Donc, il y avait la section de la rivière des Outaouais et il y avait les archipels de Verchères et les archipels du lac Saint-Pierre. Donc, à peu près 8 dans la région est en érosion, ce qui est quand même important, parce que pour le secteur de Montréal, il y a beaucoup d'artificialité, donc des structures qui sont entretenues. Et si on parle dans le secteur de l'estuaire fluvial, l'érosion était beaucoup plus importante. Donc, on parle de 17 qui est en érosion ou des structures qui sont extrêmement dégradées, donc on voit du recul à l'arrière, principalement dans la région de Port-Neuf et sur les marais de Cap-Tourmente dans la région de l'île d'Orléans. Donc, on a pu vraiment dresser un super beau portrait de la mobilité des berges dans Saint-Laurent fluvial avec ça, mais il y a quand même un chiffre qui nous a vraiment qui nous a appelé quand on a fait cette caractérisation-là, c'est qu'en fait, c'est que 48 des berges dans le Saint-Laurent fluvial étaient considérées artificielles. Donc, soit qu'il y a une structure anthropique ou que ce soit un remblai qui a été mis en place au courant de l'histoire. Donc, dans la région de Montréal, c'est 50 des berges, donc une berge, 1 km sur 2 de berge est artificielle. Dans la région de l'estuaire fluvial, il y a un peu moins d'artificialité, mais ça reste quand même 40 des berges artificielles. Ça nous a vraiment donc amené à se poser plusieurs questions sur les interactions entre la mobilité et l'humain avec l'utilisation du territoire, comment ça fonctionne. Mais malheureusement, dans le cadre de ce projet-là, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Quand même, on a un professionnel, Léo Chassiot, qui était au laboratoire à l'époque, qui avait quand même pris le temps de faire une revue de littérature assez importante pour venir caractériser le, les divers processus qui interagissaient avec la mobilité des berges et donc venu voir les facteurs de contrôle. Puis on peut voir, donc, c'est quand même un processus qui est assez complexe. Il y a plusieurs choses qui interagissent un envers l'autre. Et suite à ça, ben, ça nous a donné envie de poursuivre la réflexion. Et donc, on a mis en place un deuxième projet, qui était un projet qui tentait de venir faire le suivi de 11 sites spécifiques de manière intra- et interannuelle. Et donc, c'est les 11 sites qui ont été choisis. C'est des sites avec un large éventail de systèmes, autant
naturels et le système anthropique. Donc, on voit aussi un peu leur répartition. Puis aujourd'hui, dans le cadre de la présentation, je vais aborder principalement deux secteurs. Donc, le secteur de l'île Marie et des archipels de Verchères-Contrecoeur. Et je vais aborder aussi les plages dans la région de Québec, donc 3 plages urbaines qu'on retrouve dans le secteur. Mais bref, il y a vraiment une grande variété dans les sites qu'on a choisis. Il y a autant des secteurs comme à l'embouchure du barrage de Carillon, Pointe-Fortune, on avait une étudiante qui travaillait là-dessus. Les archipels dans le lac Saint-Pierre, on a étudié aussi une pointe dans le lac Saint-Pierre, la pointe Yamachiche. On a fait des structures 100% anthropiques, comme par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le secteur de Trois-Rivières, mais il y a un grand mur incliné qui fait plusieurs kilomètres de long, qui est en dégradation assez importante. On a étudié ce mur-là, des falaises dans la région de Saint-Pierre-et-Béquet et des structures perpendiculaires, donc des quais dans le secteur de Portneuf et Pointe-Patron. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire en fait avec ça? Nous, c'est de documenter la réponse morpho-sédimentaire aux événements de forte énergie. Donc, les événements que nous, on a regardés dans Saint-Laurent fluvial, c'est les vagues de tempête, les événements de tempête, les submersions ou les inondations qui est au niveau d'eau et l'impact que la glace pourrait avoir aussi. Donc, on s'est vraiment focusé là-dessus. On a utilisé une approche processus-réponse. Donc, on observait le processus. Ensuite, on allait survoler les sites constitués avec un drone et on permettait donc d'avoir une analyse des mouvements sédimentaires, de la réponse du site à ces événements-là. Ensuite, on a aussi tenté d'évaluer les agents qui influençaient le transport sédimentaire avec une approche donc géohistorique et un peu plus géomorphologique. Puis, avec tous ces ensembles-là, le premier projet et le deuxième projet que je viens de vous présenter, bien, ça nous a permis de vraiment venir étudier en profondeur les diverses dimensions du risque. Donc, avec le projet de suivi, on est vraiment venu étudier l'aléa, alors que le projet de caractérisation, on a pu mettre en place, bien, comprendre où étaient localisés les enjeux. Parce que généralement, quand on parle de risque, on doit avoir non seulement un aléa, mais on doit avoir aussi un enjeu. S'il n'y a rien d'intéressant là, c'est souvent pas considéré. Bref, donc, avec ça, on a pu vraiment bien contextualiser les risques qui sont associés à la mobilité dans le Saint-Laurent fluvial. Et la première chose, en fait, qui nous a sauté aux yeux qu'on a pu réaliser, c'est que nos résultats ont montré que la majorité des sites présentent une signature anthropique qui est extrêmement marquée, même si c'est des sites qu'on voit comme à première vue naturelle, et qu'une approche uniquement physique de la mobilité des berges ne peut pas suffire. On ne peut pas juste venir voir les processus et essayer d'évaluer leur impact sur les mouvements. La signature anthropique des sites dans le Saint-Laurent fluvial est souvent trop importante pour ne pas être inclus. Donc, c'est un peu ça que je vais essayer de vous démontrer dans le reste de la présentation avec quelques exemples. Donc, quand on parle de nature sociale de la mobilité dans le Saint-Laurent fluvial, c'est qu'on parle souvent des deux principales activités humaines qu'on retrouve. Donc, la première qu'on va aborder, ça va être l'urbanisation, avec les stabilisations des berges, les remblais et les empiètements sur le Grand Saint-Laurent. Donc, 48 que vous avez montré est artificiel, mais sur ces 48 %-là, il y a 42 % des berges constituées de matériaux de remblais qui sont non cohésifs et qui proviennent de diverses sources, que des fois ce soit du dragage, ou simplement on vient remplir des sites avec matériel à portée de main. Et plusieurs de ces remblais-là, en fait, empiètent sur le fleuve, mais aussi sont extrêmement anciens et peuvent même dépasser la couverture temporelle des imageries aériennes et historiques qu'on a. Donc, des fois, on s'attend à avoir des sites naturels, mais ne sont pas nécessairement. Donc, premier exemple qu'on va regarder, c'est les plages, je vous disais, dans la région de Québec. Donc, on a la plage à l'Anstibite, qu'on voit ici en haut, qui est une plage qu'on trouve sur la rive sud, en face de Québec. La plage de la baie de Beauport, si vous êtes déjà allé, c'est probablement la plus populaire dans la région de Québec, donc une grande plage de sable. Et le parc de la plage Jacques-Cartier, qui est une plage un peu plus de gravier qu'on observe un peu au sud de la ville. Donc, quand on regarde ces trois plages-là, en fait, à première vue, ça semble relativement naturel. Par exemple, si on a la plage de la ville de Beauport, on peut voir qui est ici. Donc, ici, oui, il y a des activités anthropiques assez importantes, le port de Québec qui est là, mais la plage, somme toute, à première vue, quand on regarde, semble naturelle. Mais si on prend le temps de faire l'étude historique un peu, puis de voir qu'est-ce qui se passe avec ce secteur-là, puis qu'on monte avec certaines cartes historiques, comme par exemple la carte de James Murray qui a été faite dans les années 1760, qui est une carte qui est extrêmement précise pour l'époque, c'est une carte militaire qui se jouait vraiment précise. Et on se rend compte que en fait, la péninsule, l'espèce de section portuaire de la ville de Beauport n'existe juste pas sur la carte de 1761. Et que même quand on regarde, dans le fond, la position du trait de côte du secteur
Et on voit très clairement, en fait, que c'est la pointe qui est composée 100% de remblai, et du remblai qui a été pris, dans le fond, quand ils ont dragué la voie maritime. Donc, les sédiments, ils l'ont mis là. Et avec le temps, les processus comme les vagues, la glace ont retravaillé ce remblai-là et ont permis de voir la formation d'une plage au nord. Mais quand on vient faire une approche, c'est comme dire, on essaie de regarder ce secteur-là. Au début, on est allé, on a fait, bon, on va essayer de calculer l'impact des vagues là. Bien, on s'est rendu compte, en fait, que l'impact humain est peut-être plus important que l'impact des vagues dans ce secteur-là, si on regardait d'un point de vue plus historique. Même chose pour le système de Lance-Tibet. Donc, c'est la seule plage sableuse qu'on retrouve sur le sud dans la région. Et encore une fois, ça semble relativement naturel. Il y a, oui, une structure d'un ancien chemin de fer qui est au centre. Mais quand on remonte encore une fois dans l'histoire, même à l'époque, l'Anse-Tibet était en fait une anse au complet qui était ennoyée par les marées à chaque fois. Il n'y avait même pas de terrasse. Donc, encore une fois, c'est du remblai qui a été mis en place pour pouvoir installer un terminus de chemin de fer. Plage de quartier, je vous la montrerai pas, mais histoire extrêmement similaire, c'est les dépôts de déblais d'un chemin de fer du CN qui a été installé. Ils ont pris les dépôts, lancé ça en bas de la falaise, ça a fait une plage avec les arbres. Donc, étant donné, comme je disais, c'est les seules plages dans la région de Québec qui ont développé avec des années une forte vocation touristique, mais ce sont des secteurs qui sont confrontés à des enjeux de mobilité extrêmement importants. Donc, si on regarde l'évolution de la plage de Ville-Beauport, dans certains secteurs, c'est des reculs qu'on observe d'à peu près 56-57 mètres de 1985 à aujourd'hui. C'est donc des reculs qui sont extrêmement importants. Et même chose pour l'Anse-Tibet. Donc, des reculs peuvent aller jusqu'à 35, à peu près 35 mètres depuis les années 50. Et donc, c'est ça. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que l'évolution du trait de côte là-bas, l'érosion qu'on a vue, la mobilité, est extrêmement non linéaire et chaotique dans le temps. Donc, on n'arrivait pas à avoir une excellente corrélation avec les mouvements, comme on disait, du trait de côte journalier. Si on regarde journalier, oui, il y avait une corrélation avec, par exemple, les vagues, les glaces, tout ça. Mais d'un point de vue historique, on essaie de venir comprendre la trajectoire et l'évolution du site dans le temps. Il n'y avait pas de bonne corrélation avec les vagues de tempête, les glaces et tout ça. Donc, en revanche, quand on regardait l'utilisation du territoire et qu'on essayait de comprendre l'évolution du trait de côte avec les volontés politiques de l'époque, eh bien, il y avait une corrélation qui était vraiment meilleure. Et donc, l'échelle historique nous a vraiment permis de mettre en évidence le rôle de l'humain dans l'aménagement de la mobilité des berges depuis la Révolution industrielle dans la région de Québec. Si on regarde l'autre activité humaine majeure dans le Saint-Laurent fluvial, c'est les activités économiques, principalement avec la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, depuis le 20e siècle, il y a eu de nombreuses interventions qui ont été réalisées dans le secteur afin d'améliorer la navigabilité dans le Saint-Laurent. On peut parler, par exemple, des canaux qui ont été installés dans la région de Montréal. Le canal de Soulanges est abandonné, le canal de Beauharnois. Il y a aussi eu l'aménagement de nombreux barrages, comme celui qu'on voit en bas, le barrage de Moses Thunder. Et il y a eu aussi une des interventions les plus importantes, c'est le dragage d'une voie maritime dans le Saint-Laurent. C'est donc une voie qui fait 250 mètres de large par à peu près par 11,3 mètres de creux. Donc, c'est un grand chenal qui a été complètement dragué dans le fond du Saint-Laurent, qu'on peut voir ici dans le lac Saint-Pierre. Donc, la voie qui n'était pas là, prise 1844, et qu'aujourd'hui est présente pour permettre le passage des gros navires qui s'en vont vers le port de Montréal, port de Contrecoeur. Outre ça aussi, il y a eu le découpage de certaines îles et la déviation du débit dans le Saint-Laurent pour pouvoir encore une fois la navigabilité. Donc ici, ce qu'on a, c'est une île qui s'appelle l'île des Bacs dans la région du lac Saint-Pierre. Et on peut voir qu'à l'époque, la forme que l'île avait, et on voit que 25% du débit du Saint-Laurent passait au nord de l'île. Pour pouvoir permettre la navigabilité, ils ont décidé de couper l'île au complet de manière artificielle et ils ont dévié le débit du Saint-Laurent à 85% désormais au nord de l'île pour permettre le passage de bateaux. Il y a aussi eu des réversoirs. On en voit certains encore qui sont encore présents sur les photos. C'est sur la petite ligne qu'on voit ici. C'est des réversoirs qui servent à garder le niveau d'eau plus élevé vers Montréal afin de permettre encore une fois le passage des bateaux. Et ici, ce qu'on voit, c'est l'hydrogramme du Saint-Laurent. Et on se rend compte qu'avec dans les années 60, 70, on a aménagé les réversoirs, les barrages, et qu'on décide de contrôler le débit du fleuve, et la variabilité a diminué grandement.
Puis, ben, finalement, avec la voie maritime, on n'a pas le choix. Il y a aussi le bâtillage, donc les vagues de bateaux, que quand les bateaux circulent, créent des vagues assez importantes qui, même dans plusieurs secteurs, vont devenir des vagues plus importantes que les vagues naturelles et les vagues de tempête qu'on trouve dans le secteur. Et il y a des études qui sont en cours là-dessus, mais par exemple, on peut voir en bas ici des pics de turbidité qu'on arrive à associer assez clairement au passage de bateaux. Donc, la voie maritime engendre énormément de modifications dans le Saint-Laurent. Et quand on regarde après ça certains secteurs, comme par exemple les archipels de Verchères, ici on voit le secteur des archipels. Donc, il y a l'île Marie qui est ici, l'île Bouchard qu'on voit, il y a le terminal du port de Contrecoeur qui est ici. Et c'est un secteur qui est encore relativement naturel. C'est un des seuls secteurs dans la région de Montréal qu'on voit qui est très naturel. Et ça fait donc un secteur qui est particulièrement intéressant à étudier. Et quand on l'a étudié, dans le fond, on s'est rendu compte que l'érosion là-bas est assez impressionnante. Ici, encore une fois, je vous montre la carte de Murray et j'attire votre attention sur deux îles qu'on voit ici. Donc, l'île aux Prunes et l'île aux Bœufs. Puis, comme je disais, cette carte-là est extrêmement précise pour l'époque. Donc, la taille des îles, on s'attend à ce qu'elles soient relativement similaires. Mais aujourd'hui, l'île aux Prunes et l'île aux Bœufs sont presque pas visibles. Et on prend le temps de regarder ça donc de manière plus précise. Avec ce qu'on a fait, c'est des DOD, donc de soustraire des modèles numériques de topographie afin de savoir le sédiment qui avait quitté l'île, les LOPEF et les LOPRE. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en 2001-2018, il y a à peu près 28 500 mètres cubes ou 168 camions de sable qui ont quitté l'île aux Bœufs et près de 45 000 mètres cubes de sable qui ont quitté l'île aux Prunes. Ce qui est majeur étant donné la superficie de ces îles-là qui sont extrêmement petites. On parle de 0,02 km² et 0,006 km². Donc, bien qu'il n'y ait pas personne qui habite sur ces îles-là, ces secteurs-là sont des secteurs avec une haute valeur écologique. Et donc, un enjeu qui est très, très écologique ici, mais l'aléa qui vient causer la mobilité dans le secteur est d'origine qui est beaucoup plus anthropique. Et c'est donc pas, même si on s'attend à ce que ces îles-là soient en érosion de manière naturelle, mais pas de cette envergure-là s'il n'y a pas des aléas qui sont liés à l'humain dans le Saint-Laurent fluvial. Et bon, il y a quand même eu des études qui ont été faites et ils se sont rendus compte que, en 2000, des études qui ont été faites, donc, et ils ont proposé de diminuer l'impact des bateaux en réduisant leur vitesse de manière volontaire. Cependant, il n'y a pas d'étude qui a été faite pour savoir est-ce que cette mesure-là est, un, appliquée et est, deux, efficace. Que nous, quand on regarde, en fait, on observe encore de l'érosion dans les mêmes secteurs que Dauphin a observé au début des années 2000. Nous, on observe l'érosion encore une fois dans le même secteur. Et ben, avec la volonté politique, surtout depuis que nos voisins d'en dessous sont un peu plus agressifs, il y a une volonté politique qui est donc d'accroître la compétitivité de la voie maritime du Saint-Laurent. Et donc, des négociations qui ont lieu en ce moment, des questionnements, savoir est-ce qu'on drague la voie de manière encore plus profonde, encore plus large, pour encore plus de bateaux. Et même, il y a des agrandissements de ports, comme par exemple le port de Contrecoeur qui est en pleine expansion en ce moment, qui devrait être faite d'ici les quelques prochaines années afin d'accueillir encore plus de vrac dans ce secteur-là. Donc, la volonté politique nous amène vers se dire que l'érosion, la mobilité va être l'aléa lié à l'humain va être encore plus important dans le Saint-Laurent fluvial dans les prochaines années. Bref, le Saint-Laurent fluvial constitue donc un paysage qui est fluvial, qui est largement façonné par l'humain, avec près de 50% des berges qui sont artificielles. Et on se rend compte que les risques qui sont liés à la migration des berges sont souvent non linéaires dans le temps et en grande partie dus à l'urbanisation, avec les apports sédimentaires de dragage, le remblai, l'empiètement et même l'utilisation du territoire et souvent même les volontés politiques. Et les activités économiques dans le Saint-Laurent, principalement avec la voie maritime. Donc, l'histoire complexe dans le Saint-Laurent fluvial nous montre que la signature anthropique et les activités humaines peuvent exercer une influence plus grande que les processus naturels qui sont liés à la mobilité des berges qu'on entend généralement parler. Et donc, quand on parle maintenant de risques naturels, est-ce qu'on parle vraiment de risques purement naturels ou bien l'humain, quand on regarde les risques d'un point de vue plus historique, l'humain est rendu plus important
que ce que la nature peut faire dans le Saint-Laurent fluvial? Possiblement.